Le cercle RH pour parler aujourd'hui dans notre débat des emplois de demain et donc des emplois d'aujourd'hui dans l'accompagnement des carrières. C'est vrai que c'est compliqué. Ceux qui font des moteurs thermiques vont peut-être devoir faire des moteurs électriques et de la formation. Puis les métiers de 2030, c'est ce qu'on nous dit, on ne les connaît pas encore. Il y a des métiers dont on ne connaît pas encore l'existence. Comment faire? Comment organiser tout cela? Et on va parler du numérique qui prend de plus en plus de place dans la vie des collaborateurs en parlant notamment de l'intelligence artificielle. On en parle avec mes invités. Ils sont avec moi. Pascal Viala, ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice du Corporate Office chez Schema Business School, qui est une école de commerce. Tout à fait, une belle école. Une très belle école, j'imagine. Alexandre Lamy est avec nous. Bonjour Alexandre, avocat spécialiste en droit social. Alors vous avez plusieurs casquettes et vous aviez remis de mémoire dans le cadre de NEOS un rapport, alors qui n'avait rien à voir, mais qui était la manière pour France Travail, la manière dont on organisait le service public de l'emploi. Je voulais le signaler parce que c'est un rapport qui est très intéressant. Et puis Gilles Babinet est avec nous. Bonjour, ravi de vous accueillir. Co-président du Conseil national du numérique, auteur de Big Data, Penser l'homme et le monde autrement. Entre autres, et l'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité. Entre autres. Mais je me suis arrêté là dans la liste des livres. Merci à vous trois. Je me tourne vers le juriste, je m'autorise. Il y a dans les entreprises la gestion des parcours et des carrières. Alors c'est un mot un peu barbare, et qui est un peu le casse-tête pour le DRH, parce qu'il a des effectifs et puis il doit en permanence se dire mais comment je fais évoluer. On est vraiment au point sur ce sujet alors qu'il y a le Conseil national de la refondation auquel vous participez d'ailleurs. Est-ce qu'on est prêt à accueillir ce choc qui va toucher des millions de salariés? Le choc numérique numérique ou autre, et de transformation des métiers. C'est un enjeu fondamental pour les entreprises, de façon certaine. On est armé juridiquement. C'est-à-dire que on est armé. On a aujourd'hui des outils qui nous permettent d'adresser cette question des perspectives d'évolution professionnelle. Étant ici rappelé que, d'ailleurs, il est intéressant de noter que les perspectives d'évolution professionnelle au sein d'entreprise est considéré comme un facteur de satisfaction fondamental des salariés par rapport à leur travail. Je ne sais pas si on va parler des rapports au travail, notamment en cas des bouleversements numériques qui se jouent. Mais en tout cas, on est armé. On a l'accord de gestion des emplois et des parcours professionnels qui constitue aujourd'hui la pierre angulaire de la politique sociale de l'entreprise, dans le cadre duquel on est invité à se projeter à horizon 3 ans sur les perspectives d'évolution de l'activité, les évolutions qui vont bouleverser mon activité et les moyens que je mets en place pour accompagner ces bouleversements et accompagner les salariés. Non mais Gilles Babinet et évidemment Pascal Viala, il y avait une petite question sous la question, parce que quand on a vu qu'on repoussait un peu plus loin le transfert des voitures thermiques du thermique vers l'électrique, certains se sont dit mais c'est parce que globalement on a un problème aussi de gestion du personnel dans les usines et qu'on n'est pas capable de pouvoir faire cette bascule sur le plan de la gestion des carrières. Peut-être me trompais-je? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a un véritable problème de compétences. Ce pays, par exemple, comme d'ailleurs pas mal de pays occidentaux, a plutôt une attrition de son nombre d'ingénieurs. On forme depuis à peu près le milieu des années 70 un peu moins de 40 000 ingénieurs par an, et c'est insuffisant. Et puis au-delà de ça, il y a eu depuis les années 90 la perception que ce qui était la chose industrielle était plutôt une force aliénante. Et donc, on s'est dirigé vers des métiers de service. Exact. Et la France s'est fortement désindustrialisée, plus que tout autre pays de l'OCDE, il faut le savoir. Et elle accélère. Tribune du ministre de l'Industrie dans le JDD qui dit mais on n'a jamais autant refaire venir de l'industrie en France. Alors, oui, il faut quand même toute proportion garder. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 10,8 du PIB qui est d'origine industrielle. Et depuis 3 ans, on a probablement repris à peu près 1,5 point de PIB. C'est quand même pas le bout du monde. Il faut savoir qu'on était aux alentours de 23% du PIB au début, à la fin des années 60. Donc et ce problème est un problème aigu parce que, comme vous l'avez souligné, on a une double révolution, une révolution environnementale et une révolution numérique. Et qu'il y va à la fois de notre capacité finalement à vivre dans un monde agréable ou vivable demain, et puis de préserver notre souveraineté. Et socialement agréable à vivre aussi, puisqu'il y a des tensions aussi sur les salaires et sur le rapport au travail. Ça, c'est un casse-tête pour les écoles, parce qu'elle met en place des programmes pour ses étudiants, mais on vous dit, oui, mais attendez, c'est bien ce que vous faites, mais peut-être que dans 10 ans, ce que vous leur apprenez là, ça leur servira plus à rien.
Alors, Enfin, c'est extrêmement angoissant, cette idée-là, quand même. en fait, il faut penser le problème différemment. Et nous, c'est ce que l'on cherche à faire au niveau de l'enseignement supérieur. Un des axes forts pour appréhender la transformation, c'est notamment ce qu'on appelle l'hybridation des compétences. Donc, si on prend l'exemple des écoles de commerce, ce que l'on fait de plus en plus, c'est à la fois s'assurer que l'ensemble des étudiants comprennent la science des données, l'IA, pour la création de valeur, puisque quand on parle d'école de commerce, on parle de chaîne de valeur, de création de valeur. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Donc il y a cette première dimension-là pour préparer le monde de demain. Et la deuxième dimension, c'est bien évidemment dans le cadre de la formation, au-delà de faire comprendre le fonctionnement d'une entreprise, c'est d'habituer les jeunes à s'adapter à un environnement qui bouge et donc à être en capacité de faire de l'analyse critique. Donc vous leur apprenez à être agile plus qu'à être compétent, finalement. En fait, l'agilité est une compétence. Attention, surtout sur le plan RH. C'est vrai. Oui, ça fait partie tout à fait des choses sur lesquelles il faut qu'on les fasse travailler. On aurait fait ce débat il y a 10 ans, vous n'auriez pas eu ce discours-là. J'ai le sentiment que ça s'accélère énormément sur ce sujet-là. C'est vrai. La transversalité, l'idée qu'on doit être agile, adaptable. C'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose, de plus en plus, en fait, on travaille à la fois la notion de compétence et de connaissance, alors qu'historiquement, l'enseignement supérieur a souvent été, il y a bien longtemps, axé sur la connaissance, qui est un concept assez différent. Je recherchais, Alexandre Lamy, je vais retrouver cette petite lettre envoyée par Olivier Dussopt dans le cadre de ce Conseil national de la refondation, dans lequel il y a des pôles consacrés justement au travail. Vous faites partie justement de ces pôles. Il disait c'est une manière aussi de penser le monde qui nous attend, sauf que c'est en fait impossible. Vous dites, on est armé juridiquement, mais les métiers dans 15 ans, on ne les connaît pas. Non, les métiers je veux dire, ça génère quand même certaines angoisses existentielles pour le dirigeant. Ça suscite des questionnements, mais en revanche, et je rejoins les propos que vous teniez, on est armé juridiquement pour pouvoir répondre, c'est ce que je disais, et on est armé aussi sur l'identification des compétences qui vont devoir être mobilisées demain. On sait aujourd'hui qu'un des aspects essentiels de l'accompagnement des collaborateurs dans leur perspective d'évolution professionnelle, c'est le développement des compétences qui ne sont pas automatisables. C'est ça. Des compétences, ce qu'on appelle les soft skills. On en revient à l'agilité. Les fameuses. On revient à ces notions qui sont aujourd'hui des notions fondamentales. Donc on sait les identifier et on sait comment les accompagner. Et encore pour ça, pour vous simplement prendre un exemple. Je vous coupe, mais j'entendais quand même Gilles Babinet qui nous dit bon, très bien, on a perdu en industrie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de soudeurs, on n'a plus de plombiers, on n'a plus de gens qui soudent nos centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont sûrement très agiles, mais aujourd'hui, le chantier naval, il cherche des soudeurs. Enfin, je veux dire, ce sujet-là, il est posé quand même. Absolument. Non. Et ça l'IA n'y fera rien, la main d'un soudeur. Oui, alors après, il y a une dimension temporelle, c'est-à-dire qu'on a besoin de compétences probablement dans une période d'une dizaine, d'une vingtaine d'années, qui sont des compétences extrêmement techniques. Et c'est vrai que je pense que les grandes nations sont celles qui sont capables de voir loin. On observe ça beaucoup en Asie. La Chine, la Corée, ce sont des pays qui ont posé des plans stratégiques d'assez long terme. Et je pense qu'on serait bien avisé de le faire effectivement sur la façon dont les métiers vont évoluer avec l'intelligence artificielle. Pendant que je vous tiens, parce que ça impacte le Conseil national de refondation, il y a des secteurs, des pans entiers, notamment dans les professions libérales. Je pense aux comptables, je pense aux notaires, je pense à tous ces métiers de contrôle, dont déjà on sait, là on a une visibilité, qu'ils vont disparaître. Je dirais les petites mains des cabinets. Non, je ne suis pas du tout... Alors moi, ça s'écrit, hein. On entend... Je lis beaucoup de choses, effectivement, mais si vous voulez, la peur ludiste de la disparition du travail, elle existe depuis le début de l'ère moderne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une technologie qui arrive, il y a eu des débats passionnants sur la construction de la voie de chemin de fer qui partait de Boston et qui finissait à San Francisco. Où les gens disaient mais c'est le pire catastrophe qu'on peut faire, c'est ça, parce que ça nourrit plein de gens, les diligences, tous ces trucs-là. Bien sûr. Bon, voilà, aujourd'hui, avec le recul, on se dit c'est tout à fait aberrant. La réalité, c'est que, je ne veux pas être très technique, mais le sujet, c'est un sujet d'antitrust. C'est-à-dire de faire en sorte que la valeur ne soit pas captée par les plateformes. Et ces plateformes vont amener énormément de valeur. Si on les laisse faire, elles vont capitaliser. C'est déjà le cas. C'est déjà largement le cas. C'est le cas des GAFAM. On n'a pas fait le travail. Et là, tout d'un coup, vous avez un gain productif permis par ces plateformes qui est absolument monumental. Le vrai sujet, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la concurrence et que cette valeur redescende sur des gens qui accroissent leur productivité, que ce soit des médecins, des comptables, de ce que vous voulez.
Je ne crois pas que les comptables vont disparaître. Je ne crois pas que les contrôleurs de gestion vont disparaître. C'est bien de Moi non l'entendre. plus. Vous non plus. C'est sûr Mais que non. en revanche, je pense que Mais certains comptables vous la disent, moi j'ai façon peur de dont ils disparaître. font- Le Oui, métier mais évolue. regardez, ces métiers-là, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit qu'ils vont disparaître. Et ils Moi, sont là. J'étais au conseil d'administration d'EY, je peux vous dire, la boîte, elle croît de 10% par an. Donc il n'y a pas de sujet, quoi. Vous êtes Et- d'accord? Parce oui. que moi, j'entends des experts comptables, des notaires qui disent les métiers intermédiaires, Et ouais, l'IA mais va la pouvoir. peur, c'est le propre de. On va régler le problème avec l'IA, on va mettre de la data, et puis grâce à ça, on aura des process. Alors, ChatGPT ou GPT 4, puisque je crois qu'il y a un débat sur ce sujet, vous n'y En croyez fait, pas? Parce qu'il y a quand même des Français là qui se disent, mais mon métier, dans 15 ans, Mais là, C'est les tâches. ouais, qui menacent, je ne sais pas le dire, mais les avocats aussi. J'ai cru le lire ce matin. Voilà, Ouais. voilà. C'est les Absolument. tâches qui évoluent. Je pense que le fond du sujet, c'est de dire qu'un certain nombre de tâches vont être automatisées. C'est l'influence en fait de la Ça me semble transformation inéluctable. digitale. Ça, c'est inéluctable. Mais ça ne veut pas dire que les métiers disparaissent. Ça veut dire qu'ils évoluent. Et finalement, ce que le collaborateur va faire, c'est développer de nouvelles compétences pour apporter une nouvelle valeur à son client. Donc de la formation pour l'accompagner. Bien sûr, mais si on revient à l'exemple que vous donniez sur la comptabilité et l'audit, c'est des métiers qui vont certainement ne pas disparaître et au contraire continuer à croître en ayant une posture d'accompagnement, de conseil, Le service. de regard, de service, de vision projective en fait, de l'activité de l'entreprise. Donc c'est cette mutation qu'il faut accompagner. Et les jeunes sont très confiants là-dessus. Oui, les jeunes, c'est eux qui... Mais justement, j'allais venir à ceux qui ne sont pas jeunes et qui sont dans l'intermédiaire, c'est-à-dire qui se dirigent doucement vers la retraite, mais il leur reste quelques années et qui disent, moi je suis plus formé, je suis plus haut niveau. Le Conseil national de leur fondation traite de ces questions dans les ateliers autour du travail. Vous les évoquez, ces sujets? Absolument, on les a évoqués dans le cadre du débat sur la réforme de la retraite. On continue de les évoquer parce que c'est un point fondamental. Et c'est d'ailleurs un angle mort des réformes sur la formation professionnelle Bah oui. qui ont pu naître au cours de ces dernières années. On a beaucoup axé nos efforts de formation sur l'entrée dans la vie active, au travers notamment de l'apprentissage. Et on a développé, c'est tant mieux, énormément l'apprentissage. Il reste un angle mort qui est celui, et notamment à destination des seniors que vous évoquez, de la formation tout au long de la vie. Le sujet là devient un sujet extrêmement important. Pourquoi ne pas aller sur l'apprentissage tout au long de la vie, qui va devenir, à mon sens, demain essentiel, et notamment pour les seniors que vous évoquez, qui sont les plus éloignés des actions de formation, parce que les moins bien informés des actions de formation. Et puis l'entreprise s'y intéresse moins. Et Enfin, parce il y a que cette l'entreprise idée s'intéresse moins. Et puis, et c'est d'autant plus important qu'on se rend compte que ce sont ces salariés ouvriers, non qualifiés et employés, alors même qu'ils sont les plus exposés aux révolutions numériques et environnementales qui les attendent, qui sont les moins formés et qui ont le moins accès aux dispositifs de formation. Alors là-dessus, il y a quand même une évolution importante. C'est-à-dire que les entreprises font le choix d'investir dans cet accompagnement. Je pense qu'en France, il y a une dichotomie entre le financement de cette Absolument. formation tout au long de la vie, qui a été déplacée, notamment avec le CPF, et on accompagne effectivement l'entrée sur le marché de l'emploi davantage que la formation continue sur le plan financier. Mais les entreprises, et beaucoup dans une démarche de responsabilité sociale et sociétale, commencent à investir de manière assez forte, massive, sur le repositionnement et le développement de nouvelles compétences pour leurs collaborateurs. C'est ce que disait Gilles, excusez-moi, c'est ce que disait Allez-y, Gilles sur Alexandre. la faculté des grandes nations à se projeter. Ouais. C'est la même chose pour l'entreprise. Enfin, je disais en Il creux est- que la France avait du mal un peu à se projeter, qu'elle avait peut-être des difficultés à projeter et donc à nous projeter, nous les salariés, en se disant voilà, la perspective, c'est ces métiers-là, c'est ces secteurs. Est-ce qu'on a aujourd'hui une visibilité? Alors, on n'est plus dans la data et le plan quinquennal, mais est-ce qu'on est en capacité de dire voilà, il y a quelques secteurs sur lesquels il faut mettre le paquet et accompagner les salariés? Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement les domaines dans lesquels on peut aller. La France a un peu tendance à vouloir courir après les trains qui sont déjà partis, c'est-à-dire faire des moteurs de recherche pour concurrencer Google et des choses comme ça. Mais malgré tout, on essaye aussi d'aller sur le quantique, le cyber, l'intelligence artificielle. Et il faut accepter de prendre des risques. C'est-à-dire que on ne peut pas copier et espérer de faire l'innovation incrémentale dans un environnement qui est en bouleversement total, qui fait de l'innovation de rupture sans cesse. On fait comment? Eh ben, il faut aller sur, par exemple, dans l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de domaines qui sont des domaines peu explorés, qui ont un potentiel important. Des niches qu'on exploite, quoi. Exactement. Et si vous voulez, ce qui vient de se passer avec GPT-4, c'est quand même un truc qui remet en cause Google, d'une certaine manière. Clairement. Il n'est pas impossible que
d'ici 4 ou 5 ans. Et qui ringardise Syrie. Voilà, exactement. Et donc, c'est très emblématique de cette notion d'innovation de rupture qui est propre aux périodes d'accélération technologique de l'histoire. Mais les Français qui vous entendent se disent, moi je suis d'accord, j'entends bien, mais moi, donc, comment je me marie, comment je rentre là-dedans? Et donc, le vrai sujet, c'est que pendant ces périodes-là, vous devez faire très attention, être capable de faire un effort de formation. Donc, c'est de l'apprentissage à la formation professionnelle pour les seniors. Je pense que, si vous voulez, moi je suis généralement assez critique de l'action du gouvernement sur les sujets de formation générale, mais sur ces sujets, il y a quand même quelque chose d'un petit peu nouveau qui a été fait. C'est pas à l'échelle où ça devrait être, mais ça a bougé. On essaye. Le CPF, oui, c'est vrai. Tout un tas de choses qui sont encore compliquées. Et puis par ailleurs, il y a moi quelque chose dont je me félicite, c'est enfin on a cessé de stigmatiser l'industrie, ce que vous évoquez. C'était une force d'aliénation, ce qui a été quand même porté par les 4 ou 5 gouvernements qui ont précédé. Évidemment, on a tertiarisé les métiers aux dépens de l'industrie. Et je pense que je finirai là-dessus, c'est important de le dire, l'industrie, c'est pas le monde d'hier. C'est-à-dire que entièrement d'accord. Voilà, l'industrie, ça va être quelque chose qui va être très innovant, technologique demain, bien sûr. qui va faire partie de façon consubstantielle de la révolution environnementale. Et donc, on doit faire attention à ça. Ouais, oublions les clichés du monde des usines, du cambouis. Il suffit d'aller dans des usines aujourd'hui. La manufacture dans l'industrie, c'est terminé. Oui, c'est ça. Le col bleu, c'est terminé. C'est exactement ça. C'est fini le col bleu. Il y a de l'innovation incroyable. Vous poussez, vous, au Conseil national de refondation, qui est malheureusement trop peu médiatisé, sur le développement de nos industries. C'est l'industrie 4.0, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, on la résume comme ça. On la résume comme ça. Je la resserre un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Oui, absolument. C'est une problématique que... là, il y a des métiers, là, il y a du développement. On saisit, il y a une problématique de développement de métier, une problématique de formation. Mais au-delà de la problématique de formation, je pense qu'il est aussi important de se dire que cette accélération que vous mentionniez, du temps, et notamment dans l'industrie pour l'accompagner et la moderniser, il est également extrêmement important d'interroger les modes d'organisation collective de l'entreprise elle-même. La formation est évidemment un pan fondamental, mais la remise en cause des modes d'organisation collective de l'entreprise à un temps accéléré en lien avec les évolutions numériques dans l'industrie notamment, est une question fondamentale auquel les entreprises doivent répondre. Je m'en excuse, mais le débat se termine. Je voulais vous demander, vous qui êtes au contact avec ces étudiants, moi j'ai beaucoup d'invités qui viennent sur ce plateau qui me parlent de sens, d'étudiants qui veulent vraiment transformer la société sur le plan écologique, qui veulent des métiers à impact. Ça les fait rêver quand on leur parle de l'industrie 4.0 ou pas? Elle peut être d'ailleurs dans la transformation écologique, d'ailleurs cette industrie, elle peut aussi accompagner la transfo. Oui, et ça pose la question du sens, et sur laquelle, en fait, c'est un des moteurs premiers chez les jeunes. On a fait un baromètre autour des jeunes étudiants en école de commerce, et ce que ce baromètre montre, c'est que la notion de sens est ce qui est le plus déterminant sur le choix du premier emploi. En revanche, ce qu'ils mettent derrière ce mot du sens, c'est très compliqué. Donc c'est un ensemble de choses. C'est être motivé, s'épanouir dans son activité, équilibre. Et aussi, en revanche, ça pose, pour rebondir sur ce que vous disiez, la notion d'offre RH. C'est-à-dire, finalement, ils ont besoin que dans leur quotidien, dans l'entreprise, ils soient engagés, qu'ils soient inspirés. Et qu'ils soient autonomisés. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Vous avez absolument raison, c'est un point fondamental. C'est une entreprise-société, en fait. Exactement. Et ça ressort notamment d'une étude de la DARES sur la question du sens du travail, dont il ressortait que fondamentalement, la question du sens renvoyait à la capacité de l'entreprise à créer les conditions pour que le salarié puisse s'épanouir et donner libre cours à sa créativité, son pouvoir de décision et son pouvoir de jugement. Donc ça renvoie à l'autonomie, à la responsabilisation, et c'est en cela que ça interroge les modes d'organisation collective. Gilles Babinet, pour conclure, excusez-moi, le message que vous faites passer, c'est de dire, mais n'ayez pas peur du numérique, on va vivre avec, il est là. C'est ça, en conclusion ? C'est toujours mon message, de façon générale. C'est-à-dire que ces technologies ont quand même la vertu d'être assez largement accessibles, et de faire des parcours remarquables. Et si vous voulez, ça a été d'ailleurs en filigrane évoqué, mais moi je pense que la France, elle a une vraie opportunité à prendre, probablement en situant la convergence
d'un monde où l'aspect social sera relativement présent et où on pourra mixer les technologies numériques et les technologies d'environnement. Merci à vous trois. Je serais resté un peu plus longtemps avec vous parce que j'avais plein d'autres questions à vous poser. Merci à vous, Gilles Babinet, coprésident du Conseil national numérique. Je précise que vous êtes aussi entrepreneur. Vous avez créé dès l'âge de 22 ans, si je ne m'abuse, 21 ans, vous voyez, des entreprises. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Pascal Viala, directrice du Corporate Office chez Schema Business School, avec ce baromètre à découvrir sur votre site, sur cette génération Z dont on parle beaucoup et que vous avez en quelque sorte auditionné ou audité. Merci Alexandre Lamy, avocat spécialiste en droit social, avec ce rapport. Allez le voir, ce rapport sur la manière dont on organise la politique publique de la formation et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi notamment. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille dans quelques secondes mon invité.